Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible. La liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un véritable calvaire. Le 20 septembre 2017, le corps carbonisé de Sophie Lyonnais, une jeune fille au pair française, est retrouvé dans le jardin de ses patrons à Wimbledon, au sud-ouest de Londres. Que s'est-il passé au domicile de ses employeurs ? Avec moi, vous entendrez les voix de Catherine et Patrick, les parents de Sophie, de Lilian, l'un de ses amis, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Toute petite déjà, Sophie Lyonnais avait toujours le sourire. En grandissant, la jeune fille rayonne. C'est à 20 ans qu'elle part à Londres pour garder des enfants. Un voyage dont elle ne reviendra jamais. Voici l'incroyable histoire d'une jeune fille au pair, assassinée par ses employeurs, dans des circonstances inimaginables. Pourquoi ils l'ont tapé à mort? Pourquoi ils l'ont brûlé? Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est inhumain. Même un scénariste hollywoodien n'aurait jamais imaginé quelque chose pareil. Elle a été torturée, on a joué avec elle comme un objet, jusqu'au bout, du bout dans l'horreur. Sophie avait peur de Sabrina. Sabrina la manipulait. Qui peut faire ça? Comment a-t-on pu en arriver là? C'est complètement fou. Tout commence à Londres, le mercredi 20 septembre 2017. En cet après-midi ensoleillé, l'ambiance est plutôt paisible dans le très chic quartier de Wimbledon, au sud de la capitale. On est dans un quartier cossu du sud de Londres, dans la banlieue, quartier très calme. On est à côté des célèbres cours de tennis du tournoi de Wimbledon. Il est 15h, lorsqu'une habitante est intriguée par un important nuage de fumée qui jaillit de chez ses voisins. La fumée est quand même assez proche. Il n'y a qu'un mur de briques qui les sépare. La fumée est épaisse et puis il y a surtout une odeur qui se dégage assez incroyable. Elle se dit, il y a un feu, il y a quelque chose qui ne va pas. Visiblement, il y a un petit souci. La voisine est d'autant plus inquiète que dans cette confortable demeure vit une famille bien connue dans le quartier. Sabrina Kouider et Wissem Medouni. C'est un couple de Français avec 2 enfants. Et puis une jeune fille au pair, employée par le couple. Donc c'est pour ça qu'elle va justement appeler les pompiers. Lorsqu'ils quittent leur caserne, les pompiers ne le savent pas encore. Mais ce qu'ils s'apprêtent à y découvrir restera à jamais gravé dans leur mémoire. Lorsque les pompiers arrivent, ils toquent à la porte d'entrée. Un homme leur ouvre, Wissem Medouni. Ils sont face à un homme seul qui est en train de faire un petit barbecue. Et il dit non, je suis simplement en train de faire un barbecue, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, les pompiers vérifient. Effectivement, ils vont découvrir un premier barbecue avec un poulet qui est en train de cuire tranquillement. Et sur le côté, un brasier. Il demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Wissem Medouni répond, je suis en train de faire brûler du mouton.
Pour les pompiers, tout cela a l'air pour le moins suspect. Et en se rapprochant du foyer, ils vont faire une terrible découverte. Le pompier va découvrir quelques doigts, un nez également. Là, c'est la stupéfaction, vous imaginez, après service de pompiers, on est en plein quartier de Wimbledon, à Londres. Il s'agit d'un corps humain qui est en train de se consumer, qui a été brûlé. Il découvre une scène de crime. Dans ce jardin de Wimbledon, dans ce quartier aisé, un homme était en train de faire brûler un corps humain. Évidemment, les pompiers alertent immédiatement les forces de police. Et aussitôt, Wissem Medouni est interpellé pour meurtre. À qui appartient le corps carbonisé dans le brasier? Le chef de famille est sommé de s'expliquer. Seulement, il ne semble pas du tout décidé à coopérer. Les policiers lui demandent quelle serait l'identité de la personne dont ils ont découvert des restes dans le bûcher. Et là, contre toute attente, il maintient qu'il s'agit d'un mouton. Et à partir de là, Wissem Medouni ne dit plus rien. Il garde le silence. Face au mutisme de son compagnon, les enquêteurs décident d'interroger Sabrina Quider. Mais la mère de famille semble comme foudroyée par la nouvelle. Elle comprend pas, elle est stupéfaite. Elle ignore ce qui se passe dans cette maison et ce qui s'est passé dans cette maison et ce que son mari est en train de faire. Et lorsqu'elle avait quitté quelques heures auparavant le domicile, tout était normal. Ce jour-là, Sabrina Quider est allée dans un parc avec ses enfants. Et lorsque les policiers lui demandent où se trouve la jeune fille au père, la maîtresse de maison répond qu'elle a tout simplement démissionné. Il y avait une nounou pour les enfants. Sabrina Quider, elle dit non, mais elle est rentrée, elle est repartie, elle est plus là. Effectivement, il y avait une jeune fille au père qui était là, mais elle est partie depuis 2 jours. Pour elle, c'est déjà du passé. Seulement, il y a quelque chose qui cloche dans les déclarations de Sabrina. Et ce sont les experts de la police technique et scientifique qui vont le découvrir. Les policiers vont extraire du brasier une paire de lunettes, un bracelet et des vêtements. Et ils vont présenter ces objets au voisinage. Ils reconnaissent que, tiens, ça me fait penser à la paire de lunettes que la jeune fille au père avait l'habitude de porter. Et puis ce bracelet-là, je l'ai déjà vu effectivement au poignet de la jeune fille au père. Pour les enquêteurs, Sabrina Quider, la maîtresse de maison, leur ment. La jeune fille au père n'a pas démissionné. Son corps était lentement en train de se consumer dans le jardin. Pour les enquêteurs, Sabrina a caché volontairement la présence de la fille au père, sachant pertinemment que c'est elle qui était en train de brûler dans le foyer. Sabrina Quider rejoint donc son compagnon en détention provisoire. Sans plus tarder, les enquêteurs britanniques chargent leurs homologues français de prévenir la famille de Sophie Lyonnais. Paron, dans l'Yonne, à 500 km de Londres. Il est 3 heures du matin lorsque les autorités françaises alertent les parents de Sophie. Catherine et Patrick sont divorcés. Pour eux, c'est le début d'un véritable cauchemar. Ça frappait à ma porte. Je me suis levée. J'ai ouvert la porte et là, j'ai vu les gendarmes. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait. C'est la police de Troyes qui est venue frapper à la porte à 4h du matin, me demandant si j'étais le papa de Sophie. J'aurais dit oui. Et je commençais à paniquer un petit peu, donc ils m'ont dit de m'asseoir et ils m'ont annoncé le décès de Sophie. Ils m'ont annoncé qu'on a tué ma fille. Déjà pour moi, c'est impensable qu'elle soit morte, qu'elle n'est plus ma seule fille.
ma fille unique. Je me suis complètement effondrée. J'étais vraiment en état de choc. Je paniquais, j'étais en pleurs, je hurlais partout. Et je suis venue dans la salle à manger, j'ai pris la photo qui est là à côté sur le buffet de Sophie. Pour moi, c'était irréaliste. C'était pas possible, c'était pas vrai. On a déchiré mon cœur et on a enlevé un bout de ma chair. Plus rien n'avait de sens à ce moment-là. La mort de Sophie est inconcevable pour ses parents, mais aussi pour Lilian, son meilleur ami, alors âgé de 17 ans. Quand j'ai appris son décès, je me mets à pleurer et j'ose pas aller voir ma mère qui était là pour lui dire ce que j'avais. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée qu'elle soit réellement partie, que je pourrais plus jamais lui parler. Et il n'y a pas de mots. C'est tout, il n'y a pas de mots. Et ce n'est pas l'examen du corps de Sophie qui va soulager la peine de ses proches. L'autopsie va révéler la sauvagerie dont elle a été la victime. À l'examen du corps de Sophie, le médecin légiste va noter, et d'une, elle était morte déjà avant d'être brûlée. Puis après, son corps porte la trace de multiples fractures. Des fractures à la mâchoire, des fractures aux jambes, des fractures au sternum et des côtes cassées. C'est un os extrêmement difficile à fracturer, le sternum. C'est souple et c'est très rare de retrouver des sternums fracturés. Cette jeune femme a été battue à mort. Elle a été battue sauvagement à mort. Aussitôt, l'affaire fait la une de l'actualité, en Angleterre comme en France. À Londres, une Française de 21 ans a disparu alors qu'elle était jeune fille au père. Ses employeurs viennent d'être mis en examen pour meurtre. L'émotion est à son comble. Dans cette lettre, le président de la République en personne présente ses condoléances à la famille de Sophie. À Londres, l'enquête commence. Elle est confiée à la Metropolitan Police, plus communément appelée Scotland Yard, une référence en matière de police judiciaire, tout pays confondu. Et première surprise pour les policiers anglais, ici, dans ce quartier de Wimbledon, personne n'aurait imaginé que le couple qui employait Sophie puisse un jour faire la une des faits divers. Et pour cause. Wissem Medouni est un banquier de 40 ans qui semble avoir bien réussi. Wissem est un vrai gentleman, toujours chic. J'avais l'impression qu'il avait un sacré job, ou que c'était un dandy. Il aimait parler, blaguer. Il était toujours très sympa, il avait toujours le sourire et on s'entendait très bien. Un mec charmant. Si Wissem Medouni passe un peu inaperçu, Sabrina, elle, attire tous les regards. Il faut dire qu'à 35 ans, la belle brune ne peut laisser personne indifférent. C'est une sorte de femme fatale à la forte personnalité. Elle est jolie. C'est une séductrice. Elle était très agréable et très classe. Tous les hommes la regardaient. Tous disaient « Oh mon Dieu, elle est magnifique ». On peut dire que Sabrina Quider est une belle femme. Ouais, on peut dire ça. Tour à tour styliste ou maquilleuse, Sabrina évolue dans les milieux branchés de la capitale britannique. Comme en témoigne cette vidéo. La personne à gauche est une photographe et une maquilleuse. C'est une très très belle femme qui vient de Paris. Quand tu prends des photos, le plus important c'est d'être à l'aise et de sourire. Elle gravite dans le milieu de la mode, du mannequinat. Elle est assez people, comme on dit, hein. Pour son ami Joe Alvarez, photographe de stars à Londres, Sabrina n'a qu'une idée en tête, faire partie de la jet set. Je l'ai présentée à des célébrités. J'ai pris quelques photos. Ça la rendait vraiment heureuse. Sabrina a été attirée par le monde du showbiz comme un papillon par la lumière. Elle voulait être une star. Et d'ailleurs,
La diva cultive sa ressemblance avec une célébrité américaine et pas des moindres. Les gens pensaient que c'était Kim Kardashian. C'était marrant. Les gens la suivaient, lui réclamaient des selfies. C'est Kim Kardashian? Je disais oui. S'il vous plaît, on peut prendre une photo? Oh, Kim. On a vraiment bien rigolé. La mère de famille fait également preuve d'un caractère bien trempé. Et selon son entourage, c'est elle qui mène son couple à la baguette. On sent qu'elle a du caractère. Wissem change totalement de comportement quand il est avec Sabrina. Il devient plus froid. Wissem est le toutou de Sabrina. C'est elle qui commande. C'est elle qui porte la culotte. Au-delà de leur caractère assez différent, rien dans le comportement de Sabrina et Wissem ne peut laisser penser qu'ils seraient des meurtriers en puissance. Et d'ailleurs, Sophie Lyonnais, la jeune fille au père, ne s'est jamais plainte de ses patrons. Tout commence 1 an et demi plus tôt, en janvier 2016. La jeune fille originaire de Lyon et titulaire d'un CAP petite enfance décroche cet emploi providentiel. Elle décide de devenir jeune fille au père par l'intermédiaire d'une copine qui lui a trouvé une annonce. Et ne trouvant pas de travail dans les environs, elle a accepté cette proposition de partir à l'étranger. Sophie m'avait dit « Tiens papa, je vais partir à Londres, faire jeune fille au père ». Je crois qu'elle voulait prendre son envol. Ça va être super et tout, ça va lui faire un peu d'argent, de l'expérience, tout ça. Donc elle est vraiment ravie à ce moment-là. Même si, j'étais un peu triste qu'elle parte. Mais j'étais surtout très content pour elle. Les 2 parents de Sophie ne roulent pas sur l'or. Catherine travaille dans un magasin de surgelés. Patrick, lui, est jardinier. Alors forcément, pour leur fille, l'opportunité est trop belle. Elle a des paillettes dans les yeux. Sa patronne pourrait lui faire rencontrer, voir peut-être des célébrités. J'ai des amis dans le show business, je connais plein de monde. Sophie a les yeux qui pétillent à ce moment-là. C'est le rêve qui va se réaliser pour cette petite gamine de province. Et en effet, dès son arrivée, la jeune fille au père est émerveillée par sa nouvelle vie à Londres. J'avais contact avec Sophie, qui me dit que tout se passe très bien, les enfants l'aiment beaucoup. Elle postait ses vidéos, ses photos. I will see you next time. Fascinée par Sabrina, sa patronne, la jeune provinciale se transforme à son contact. Une fois, Sophie a fait une séance de photos avec sa patronne. Donc, elle les avait postées sur Facebook, elle m'en avait envoyé quelques-unes. Déjà, je me dis qu'elle est jolie et que ça lui va bien. Je partais confiante, oui. Personne ne pouvait imaginer qu'elle allait trouver la mort au bout de son rêve. Je comprends pas ce qui s'est passé dans cette maison. Alors, pourquoi la jeune Française a-t-elle été battue à mort et brûlée dans ce pavillon de Wimbledon ? Les policiers comptent sur la maîtresse de maison plus bavarde que son compagnon pour leur apporter des réponses. Seulement lorsqu'elle est interrogée, Sabrina Quider nie toute participation au crime. Quider, elle dit qu'elle n'a rien à voir dans la mort de Sophie. Elle affirme que Wissem est à l'origine de la mort de cette jeune fille au père. Elle dit, c'est pas moi, c'est lui. Non seulement Sabrina dit être totalement étrangère au meurtre de Sophie, mais elle va dresser un portrait de sa jeune fille au père, pour le moins exécrable. Sophie est une paresseuse, elle ne fait rien dans la maison. Elle en fait vraiment un portrait épouvantable, en disant qu'elle se prenait pour une princesse, qu'elle s'occupait mal des enfants. Les choses ne se sont pas bien passées avec Sophie. Elle était obligée de lui faire des remarques. C'était pas une bonne nounou, c'était une feignante. Voici ce que Sabrina déclare aux enquêteurs.
La plupart du temps, Sophie était au téléphone, assise dans le canapé. Elle attendait de nous qu'on la serve. C'est comme si nous travaillions pour elle et pas elle pour nous. Sophie, d'après Sabrina, avait de mauvaises fréquentations, elle buvait. Elle dit que Sophie était une voleuse, qu'elle a constaté qu'il y a des bijoux qui avaient disparu chez elle. Le couple Wissem et Sabrina ont été victimes de leur bon cœur en recevant chez eux une mauvaise fille qui ne faisait pas son travail, qui menait une vie de débauche et qui en plus les volait. Mais pour Sabrina Quider, il y a beaucoup plus grave. Sophie l'aurait trahi. En effet, elle soupçonne la nounou d'entretenir une liaison avec son ex-compagnon, un certain Mark Welton. Elle affirme que Sophie a fait la connaissance de son ex sur Facebook. Sabrina va même reprocher à Sophie d'être non seulement en relation directe avec son ex, mais aussi de flirter justement avec lui, de le retrouver dans des maisons, dans des chambres d'hôtel, tous les deux. Et pire, selon Sabrina, Sophie donnerait à ce Mark Welton son plus jeune enfant en pâture. Mark Welton est le père biologique du dernier enfant. Profitant de l'absence de la maman, Sophie aurait amené le petit dernier au domicile de Mark Welton. Sophie emmenait le plus jeune des enfants pour qu'il se livre à des agressions sexuelles, des viols sur ce gamin de 4 ans. Elle va jusqu'à l'accuser de pédophilie. Toujours selon Sabrina, c'est dans ce contexte malsain que dans la nuit du 18 au 19 septembre, Wissem aurait commis l'irréparable. Face à la monstruosité de l'acte commis par Sophie, il a totalement pété les plombs. Face à la situation, il était tellement en colère que voilà, il l'a frappé, le coup est parti comme ça, que sa tête a rebondi contre le carrelage. Et elle est tombée en arrière et elle est morte. En gros, c'est un accident. Pris de panique, le couple aurait alors décidé d'un commun accord de se débarrasser du corps de la jeune fille au père. Et ils ont décidé de brûler le corps. Voilà, on l'a brûlé et on a voulu protéger les enfants, la famille, on l'a brûlé. Sabrina n'était pas là au moment où la mort est intervenue. Elle était dans sa chambre en train de dormir. Je dormais quand ça s'est passé et je l'ai su après. Voilà, on en est là. Une nounou dépravée et malveillante qui aurait poussé à bout ses employeurs. Si on l'écoute, Sabrina aurait donc fait entrer le diable chez elle. Difficile à croire, mais Wissem Medouni va venir confirmer la version de sa compagne. Et il s'accuse d'avoir tué Sophie Lyonnais. C'est moi qui l'ai tuée. C'est un accident, mais quelque part j'en porte la responsabilité. Et ce n'est pas tout. La patronne de Sophie aurait des preuves qui accablent la jeune fille au père. Pour montrer sa bonne foi, Sabrina va amener aux enquêteurs une lettre manuscrite d'aveu de Sophie qui reconnaît que oui, elle a bien commis de tel ou tel fait grave que Sabrina lui reproche. Voici ce que la jeune fille au père confesse. Mark Welton m'a demandé de venir le voir. Il a commencé à toucher ma poitrine, ensuite il m'a embrassé dans le cou. Mark m'a proposé de l'argent et il m'a demandé de revenir avec le petit dernier de Sabrina. Après vérification, la lettre est authentifiée, c'est bien l'écriture de Sophie Lyonnais, la nounou. C'est un véritable coup de théâtre. Sophie confirme qu'elle était complice de Mark Welton. Cependant, les proches de Sophie Lyonnais ne peuvent pas croire un instant que la jeune fille a écrit ces mots. Pour eux, tout cela est insensé. C'est pas ma fille. Ma fille ne ferait jamais de mal à qui que ce soit, même pas une mouche.
Elle était là pour s'occuper des enfants, pas pour leur faire du mal. Sincèrement, je pense que absolument toutes les accusations que Sabrina a portées à l'encontre de Sophie sont fausses. C'est impensable. Ma fille, c'est un ange. C'est pas un démon. Elle est trop douce, trop simple pour faire quoi que ce soit. C'est surréaliste tout ce qu'elle raconte. C'est une grosse menteuse, vraiment n'importe quoi. Mais alors, pourquoi Sophie Lyonnais aurait-elle livré ses aveux totalement invraisemblables? Les policiers en sont persuadés. Sabrina, la maîtresse de maison, ne leur a pas dit toute la vérité. Et la suite de l'enquête va leur donner raison. D'abord, en interrogeant les amis du couple à Londres, il s'avère que la nounou était loin d'être la princesse incompétente que décrit sa patronne. Les enfants ne la quittaient jamais. Elle les prenait toujours par la main. Elle tenait plus ou moins le rôle de mère. Les enfants étaient plus proches d'elle que de leur maman, car elle passait plus de temps avec eux. À chaque fois que nous parlions avec Sabrina et qu'un des enfants pleurait ou avait besoin de quelque chose, elle se précipitait pour les réconforter et pour ne pas qu'ils nous dérangent. Elle faisait très bien son boulot. Elle était attentionnée, toujours aux petits soins avec les enfants. Elle adorait les enfants. Voici Arnie. C'est une voisine de Sabrina. Elle connaît bien la nounou. Et selon elle, non seulement Sophie ne chômait pas, mais elle était même totalement exploitée. Sabrina profitait d'elle. Elle travaillait de très longues heures. Elle se levait même les jours où elle aurait dû être en repos, comme le dimanche, pour amener les enfants à l'église, par exemple. Je trouvais que Sophie faisait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Sophie s'occupe de tout, doit faire à manger, doit faire le ménage en plus. Et elle va faire des heures et des heures de travail, du matin au soir, voire même la nuit, sans jour de congé, sans vacances, sans rien. Pendant 1 an et demi, Sophie ne va pas pouvoir rentrer chez elle, ne serait-ce qu'à Noël. On apprendra que Sophie, contrairement à ce que Sabrina Quider avait dit à sa mère, qu'elle avait un compte bancaire en Angleterre sur lequel lui était versé son salaire, elle n'a pas de compte bancaire en Angleterre. Sophie n'a jamais été payée. Clairement, Sophie est l'esclave de ce couple. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Sophie Lyonnais. Dans la seconde partie, vous allez voir que la jeune fille a été la victime d'un couple impitoyable et tortionnaire. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible. La liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Sophie Lyonnais, vous allez voir que la jeune fille a été la victime d'un couple impitoyable et tortionnaire. Avec moi, vous entendrez les voix de Catherine et Patrick, les parents de Sophie, de Lilian, l'un de ses amis, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Et ce n'est pas tout. Michael, restaurateur et proche du couple, va livrer un témoignage capital aux enquêteurs. 5 mois avant sa mort, Sophie lui a fait de terribles révélations. Sophie est venue me voir. Je vois sur son visage qu'elle avait les larmes aux yeux. Et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé, « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle m'a dit, « Sabrina me frappe. » Quand j'ai entendu ça, je lui ai demandé pourquoi Sabrina t'a battu. Elle a répondu que le beurre était tombé du réfrigérateur. Totalement sous le choc, Michael a bien tenté d'aider la jeune fille au père.
Alors je lui ai dit, Sophie, écoute, je vais te trouver un logement. Tu pourras déménager, tu pourras travailler ailleurs et obtenir de l'argent. Tu seras plus heureuse. Mais Sophie ne va pas saisir la main tendue par le restaurateur. Depuis, je n'ai plus jamais revu Sophie. Elle avait peur de Sabrina. On voyait la peur sur le visage de Sophie, dans ses yeux, dans son langage corporel, dans son comportement. La voisine avait donc bien, elle aussi, remarqué que Sophie souffrait et était totalement sous l'emprise de sa patronne. Sabrina la contrôlait. Elle contrôlait les sorties de Sophie, ses appels téléphoniques, des choses comme ça. Sophie devait appeler sa mère de l'extérieur pour pouvoir lui parler. Une jeune fille au père battu et corvéable à merci. De toute évidence, Sabrina Quider, sa patronne, a menti. Et ce ne serait pas son seul mensonge. Pour vérifier les lourdes accusations de Sabrina à l'encontre de Sophie et de son ex-compagnon, les enquêteurs vont interroger Mark Welton. Il a 43 ans et ce n'est pas n'importe qui. Juré dans des émissions musicales, l'homme est en fait une star internationale. L'ex de Sabrina, Mark Welton, est un magnat du show business. C'est un beau gosse, toujours la chemise ouverte, blond, c'est un Irlandais qui a fait fortune dans la production musicale. Mark Welton est le fondateur du groupe Boyzone. Ils ont eu beaucoup de succès. Il est le producteur de Lady Gaga, Jennifer Lopez. Alors forcément, pour Scotland Yard, l'existence d'une liaison entre Sophie Lyonnais et la star est difficile à avaler. Quel est le lien possible entre cette jeune fille au père de 21 ans qui vient de sa campagne profonde française avec cette star du monde musical? Ça paraît totalement incohérent. Qui imaginerait qu'elle emmenait le plus jeune des enfants rencontrer Mark Welton pour qu'il se livre à des agressions sexuelles, des viols? On ne peut pas imaginer ça. Mark Welton nie en bloc avoir eu une relation avec la jeune fille au père. Comme ici, lors d'une interview accordée à la télévision anglaise. Je n'ai jamais rencontré Sophie. On n'a jamais échangé de messages, ni par texto, ni sur les réseaux sociaux. Ça n'est jamais arrivé. C'est complètement fou. Et pour prouver sa bonne foi, la star va même apporter la preuve irréfutable qu'il est innocent. Dès que la police m'a contacté, je leur ai donné mon passeport, tous mes téléphones. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Je n'étais même pas en Angleterre au moment des faits. Scotland Yard va vérifier. Et on va s'apercevoir que ça fait plus d'1 an que Mark Welton n'est pas venu en Angleterre. Il vit à Los Angeles. Mark Welton n'a jamais commis d'agression sexuelle sur des enfants. Et l'homme va faire des révélations. Si Mark Welton est surpris de tout ce dont l'accuse Sabrina, quelque part ça ne l'étonne pas. En effet, selon la star, ces accusations ne seraient qu'une nouvelle attaque dans la guerre que lui livre son ex-compagne. Et Mark Welton de raconter aux policiers une histoire diamétralement opposée à celle de Sabrina. Une histoire qui débute pourtant comme un film hollywoodien. La love story entre Quider et Mark Welton, c'est coup de foudre à Notting Hill. Il va à la banque et il croise Sabrina. Et là, il y a une espèce de flash. Il tombe éperdument amoureux de cette magnifique femme. Et bing, voilà, ça commence à ce moment-là, comme ça, sur un coup de foudre. Pour Sabrina, c'était énorme. Rencontrer un homme qui était le leader d'un boys band. Pour elle, c'était génial. Seulement, et toujours selon Mark Welton, la love story aurait vite viré au cauchemar.
Mark Walton décrit le comportement de Sabrina comme une caractérielle, donc un peu hystérique, comme une paranoïaque. 2 ans après leur rencontre, Sabrina et Mark se séparent. Mais selon le producteur, la belle l'aurait très mal accepté. Et à partir de ce moment-là, elle va dévoiler son vrai visage et ses désirs de vengeance. Elle en veut terriblement à Mark Walton. Elle ne lui occasionne que des soucis, elle le harcèle, elle lui mène une vie d'enfer. Sabrina Quider, elle accuse des pires maux, mais en revanche, elle veut énormément d'argent. Mark Walton explique aux enquêteurs qu'à partir du moment où il coupe les robinets financiers, Sabrina a une réaction ultra violente, c'est-à-dire qu'elle lui déclare la guerre. Alors, Sabrina serait-elle prête à tout pour se venger de Mark Walton et obtenir de lui de l'argent? Les enquêteurs vont en fait découvrir avec effroi qu'elle est encore plus dangereuse que ce qu'ils imaginaient. Car pour arriver à ses fins, Sabrina a mis en place un plan machiavélique, quitte à commettre les pires sévices. Les policiers vont apprendre que durant les 2 mois qui ont précédé sa mort, Sophie, la jeune fille au père, était comme séquestrée. On a interrogé quand même un certain nombre de commerçants. On sait que Sophie, elle sortait plus. Les gens du quartier ne la voyaient plus depuis un moment. On ne la voit pas aller chercher les enfants à l'école, on ne la voit pas nécessairement faire des courses, un peu comme prisonnière. C'est dans les téléphones portables des 2 suspects, Sabrina et Wissem, les employeurs de Sophie, que les enquêteurs vont apprendre l'incroyable vérité. On va découvrir sur le portable de Medouni une photo qui montre Sophie manifestement quelques jours avant sa mort. Il y a dans ce dossier une capture d'écran qui est particulièrement terrible. Cette photo, la voici. Insoutenable. La jeune fille de 21 ans y est totalement méconnaissable. On voit Sophie, le visage complètement émacié, elle regarde dans le vide par terre. Elle est squelettique. Son visage est fermé, éteint. Elle est morte vivante quelque part. On voit une Sophie complètement métamorphosée. Et là, on prend la mesure et l'ampleur des sévices dont Sophie a été victime. J'ai pas de mots, vous voyez, les mots me manquent. C'est monstrueux, quoi. Pourtant, le pire reste à venir. Car en plus d'être privée de nourriture, Sophie a été torturée pendant plus de 6 semaines. Les enquêteurs vont découvrir sur les téléphones portables de Sabrina et de Wissem des enregistrements d'interrogatoires que le couple aura fait subir à Sophie pendant des heures, jour et nuit, et ça sur les 6 dernières semaines de sa vie. Nous avons pu visionner l'un des interrogatoires sidérants que Sabrina Quider et Wissem Medouni ont infligé à Sophie. Ils font tout pour la faire avouer des choses invraisemblables qu'elle n'a jamais fait, qu'elle a eu des relations sexuelles avec Mark Walton et qu'elle a amené notamment le dernier fils de Sabrina au domicile de Mark Walton pour que celui-ci puisse en abuser. Voici la retranscription de cet interrogatoire. Tu as fait une très grosse connerie, Sophie. Tu as livré un enfant de 4 ans à un pédophile. Marc t'a payé, Sophie, j'ai des preuves. Tu peux pas repartir chez toi sans tout nous dire. Je n'ai pas le souvenir d'être allée chez quelqu'un avec le petit. On voit sur les vidéos le comportement de Sophie. Elle est totalement abasourdie par ces interrogatoires. Elle comprend pas ce qui lui arrive. C'est pas possible, de quoi on m'accuse. Mais où est-ce qu'ils vont? C'est une blague et on va se réveiller à un moment donné. Mais pas du tout. On entend les questions, mais multiples. À vous, Sophie, à vous. À vous que tu conduisais les enfants là-bas. À vous que tu les apportais à Mark Walton.
Tout est bon pour extorquer les aveux imaginaires à la pauvre nounou, y compris des séances de torture dans la baignoire familiale. On plonge la tête de Sophie dans l'eau, on la ressort jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est incroyable. Elle a été torturée, on a joué avec elle comme un objet, jusqu'au bout, du bout dans l'horreur. Désormais, les policiers en ont la preuve. Les fameux aveux de Sophie ont été obtenus sous la torture. Et aussi fou que cela puisse paraître, la jeune fille au père a été l'instrument d'un plan machiavélique. Pour Sabrina et Wissem, dans leur logique, Sophie était la proie idéale par laquelle ils pouvaient atteindre Mark Walton, pour laquelle ils pouvaient enfin se venger d'une certaine manière. Le but était clairement de soutirer un maximum d'argent à Mark Walton en le faisant chanter, en lui présentant ses aveux, entre guillemets, où clairement Sophie le désignait comme un pédophile. Pour les proches de Sophie, c'est la descente aux enfers. Avant d'être battus à mort et brûlés, ils apprennent que la jeune fille a souffert le martyre. Et le plus terrible, c'est cette photo abominable retrouvée par les enquêteurs. Déjà pour moi, ce n'était pas ma fille, parce qu'elle était amaigrie. C'était quelqu'un d'autre. Sophie a été privée de manger pendant combien de temps? Pendant combien de temps ils ne l'ont pas nourrie pour la voir comme ça? Et j'en suis encore très choquée. Et c'est la dernière fois que je vois Sophie sur cette image. Quand je vois ça, ça me fait peur. Ça me choque terriblement de savoir qu'elle a subi toutes ces choses pour un motif pareil, inexistant, complètement inventé. C'est vraiment terrible. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir ma fille dans cet état, de voir tout ce qu'elle a subi et de me dire qu'elle a été vraiment très courageuse. Ça fait très mal d'entendre tout ça. Si les preuves révèlent que Wissem Medouni et Sabrina Kouider sont des menteurs, doublés de tortionnaires, reste à savoir lequel des deux a tué Sophie Lyonnais. Car souvenez-vous, à ce stade de l'enquête, le compagnon de Sabrina s'accuse du crime. Wissem exonère Sabrina de l'acte criminel, affirmant qu'au moment où les faits se sont déroulés, elle était dans sa chambre en train de dormir. Medouni, il s'accuse du meurtre de Sophie en disant c'est un accident. Mais pour les policiers, il s'agirait là d'un énième mensonge. Au regard des interrogatoires, on peut imaginer qu'ils sont unis, Sabrina et Wissem, dans ce crime. Et c'est un témoignage accablant qui va venir le confirmer. À Londres, les policiers auditionnent le fils aîné de Sabrina Kouider. Le petit garçon de 9 ans va leur faire des révélations glaçantes. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, il a été réveillé par des bruits qui proviennent de la salle de bain. Intrigué par ces bruits, il sort de sa chambre, il s'approche. Et là, il entend à l'intérieur à la fois la voix de son beau-père, Wissem, et puis également la voix de sa mère. Et puis les cris de Sophie. Le fils aîné entend des splashs, des éclaboussures partout, des cris derrière la porte de la salle de bain fermée, voit même de l'eau sortir de sous la porte. Cet enfant est témoin, sans voir évidemment la scène, il est témoin auditif de la torture qui est effectuée sur Sophie.
Mais c'est surtout la suite du récit du jeune garçon qui va interpeller les enquêteurs. Car le lendemain, sa nounou avait littéralement disparu. Le lendemain, le fils aîné de Sabrina demandera à sa mère qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Et Sabrina éludera la question en disant simplement que Sophie est partie. C'est-à-dire on ne la reverra plus. Et, voilà. Et le fils aîné de Sabrina dira une chose incroyable. Il dit qu'elle lui paraît beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus détendue. Et j'ai vu ma mère comme heureuse et soulagée. À entendre le fils aîné, Sabrina Quider et Wissem Medouni seraient donc tous les deux responsables de la mort de Sophie. Aussitôt, le couple est mis en examen pour assassinat et destruction de cadavres. Et voici, selon les policiers, ce qui se serait passé au 164 Wimbledon Park Road, la nuit du 18 au 19 septembre 2017. Cette nuit-là, à l'agonie, au terme d'un énième interrogatoire, Sophie avoue. Sophie veut que ça s'arrête. Elle est prête à avouer finalement n'importe quoi. Et là, elle va dire oui, effectivement, j'ai vu Mark Walton, oui, évidemment, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous imaginez 6 semaines d'interrogatoire ? 6 semaines. 6 semaines où il lui pose les mêmes questions jusqu'à ce qu'elle avoue. Et sans le savoir, la jeune fille viendrait de signer son arrêt de mort. Wissem et Sabrina ont leurs aveux, sauf que visiblement, c'est pas assez. Après avoir agi comme ils ont agi, ils ne pouvaient pas la laisser vivante. Elle aurait parlé un jour. Elle aurait raconté ce qu'elle subissait. Donc il fallait la tuer. C'est là, dans le huis clos de la salle de bain, qu'il va y avoir un déchaînement de violence incroyable. On sait qu'elle était multifracturée et qu'elle a dû subir et recevoir un certain nombre de coups très violents. Sophie Lyonnais est morte. Il faut désormais se débarrasser des preuves du crime. Et voici, selon les policiers, comment le couple s'y serait pris. Dans un premier temps, le corps, ils vont avoir l'idée de le mettre dans une valise. Ils vont le dissimuler sous un lit, dans une chambre, sous le lit de la chambre des enfants. Pendant 2 jours, le couple va tenter de vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit Sabrina Quider faire des achats. Ou bien Wissem Medouni accompagner les enfants à l'école. L'air de rien. Ce n'est que le 20 septembre que le couple va enfin trouver une solution. Éliminer le corps de Sophie et toutes ses affaires par le feu. Et c'est Wissem Medouni qui va s'en charger. L'idée, c'est vraiment de faire brûler le corps de Sophie et qu'il n'en reste rien. Même pas une branche de lunette. Rien du tout. Le fait de brûler à la fois le corps et sa valise, l'objectif est clair, c'est de faire croire qu'elle a disparu ou en tout cas qu'elle est partie. Si les pompiers n'étaient pas venus, si un voisin n'avait pas été alerté par l'odeur et par la fumée pestilentielle, on aurait dit non, elle a disparu. Il serait débarrassé des cendres, c'était presque le crime parfait. Reste tout de même une interrogation. Pourquoi Sophie Lyonnais ne s'est-elle pas échappée de cette maison de l'horreur ? Elle a été séquestrée et torturée. C'est-à-dire qu'elle était dans un état d'impuissance totale. Ses papiers d'identité lui ont été confisqués. Sans papier, elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas repartir en France. Elle est bloquée. Elle n'a pas pu s'enfuir. Puis après, quand on voit son état physique, elle n'a plus la force. Prisonnière de ses employeurs,
Il est également impossible pour Sophie d'alerter ses proches en France. Le portable de Sophie lui a été confisqué par Sabrina Quider. Donc les seuls appels qu'elle pouvait passer, c'était avec le portable de Sabrina Quider, en présence de Sabrina Quider. Je lui ai dit, tout va bien, tout se passe bien. Oui, oui, maman, ne t'inquiète pas, je vais rentrer. J'ai dit, t'es sûre, parce que ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, que tu ne rentres pas. Elle m'a dit, oui, maman, c'est sûr, c'est bon, je vais rentrer. Aujourd'hui, Catherine réalise que pendant les 6 semaines qu'aura duré le calvaire de sa fille, elle a été totalement manipulée par Sabrina, qu'elle avait parfois au téléphone. Et je lui ai fait part de mon inquiétude. Sabrina me dit, je considère votre fille comme ma sœur, je la protège, j'y ferai pas de mal. Elle me rassure à chaque fois en me disant que tout va bien, qu'elle ne peut pas se permettre de rester sans nounou pour les enfants. Cette Sabrina m'a complètement trompée. Elle m'a raconté des bobards pour garder Sophie et vouloir en faire ce qu'elle voulait. On n'avait pas d'appel au secours. On aurait eu un appel au secours, comme je dis, on aurait bougé. J'ai pas pu sauver ma fille. Je me sens un peu coupable aujourd'hui de ne pas avoir été à ses côtés pour la ramener en France. À Londres, le calvaire vécu par Sophie ne cesse de hanter Michael, le restaurateur, et Arnie, la voisine. Tous les deux s'en veulent de n'avoir pas su tirer la jeune fille de cet enfer. Je ne sais pas pourquoi Sophie n'a pas accepté l'offre que je lui ai faite. J'aurais dû prendre un peu plus d'initiative pour la convaincre. Tu te sens parfois coupable, tu sais. Je ne savais pas quelle attitude adopter. Oh mon Dieu. J'aurais pu la sauver et je ne l'ai pas sauvée. J'aurais pu l'aider à rentrer en France. Je suis triste parce que je suis aussi une mère. Ton enfant a disparu. Tu ne l'as pas vue depuis plus d'1 an et demi. Et tu ne la reverras jamais. Et c'est ce que je ressens en ce moment. Oui, ça a été dur. Londres, le 19 mars 2018, 6 mois après la mort de Sophie Lyonnais. À la cour criminelle d'Old Bailey s'ouvre le procès de Sabrina Quider et Wissem Medouni. Tous les deux risquent la prison à perpétuité. Pour la famille de Sophie, l'épreuve est insoutenable. J'avais beaucoup d'appréhension qu'à me retrouver face aux assassins de ma fille. Ça a été très dur. J'étais là pour Sophie, pour lui dire, tu vois, je suis là. Je suis à tes côtés, je suis là, maintenant pour toi. Mais les parents ne sont pas au bout de leur peine, car les deux accusés ne vont rien leur épargner. Wissem, jusqu'à là, il affirmait que c'était une mort accidentelle, que Sabrina n'était pas là au moment où la mort est intervenue. Or là, à l'audience, Wissem va prendre la parole pour dire le contraire. Et dira non, je plaide non coupable et je ne suis pas coupable du meurtre. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont faire que se renvoyer la balle l'un l'autre. Évidemment, la nouvelle version de Wissem ne colle pas. On sait par le fils aîné qu'il a entendu à la fois son beau-père et sa mère dans la salle de bain. Ils sont tous les deux coupables, même si aucun des deux veut dire on l'a tué ensemble. Je pense que durant des mois, Sabrina a fait du bourrage de crâne à Wissem sur Mark Walton. Et au bout du compte, elle l'a endoctriné. Elle a réussi à emmener Wissem Medouni dans un délire complet que Wissem a complètement intégré. Il s'est complètement immergé dedans.
Mardi 26 juin 2018, 3 mois et demi après le début du procès, la haute cour criminelle d'Old Bailey rend son verdict. Wissem Medoni et Sabrina Couider ont été reconnus coupables d'avoir tué Sophie Lyonnais. Ils ont été tous les deux condamnés à exactement la même peine, ça veut dire la perpétuité, avec une période de sûreté de 30 ans. Ce à quoi ils ont rajouté pour les deux 5 ans et demi supplémentaires pour la destruction du cadavre. Donc, en sortant de ce tribunal, le couple est condamné respectivement à minimum 35 ans et demi de réclusion criminelle. Et ça m'a fait un grand soulagement d'apprendre cette nouvelle. Vraiment, là, c'est tout le procès qui s'est écoulé. J'ai pu dire, ouf, ça y est, c'est fini. Ils ont eu ce qu'ils méritent. Le soulagement de la famille sera de courte durée, car suite à cette condamnation, les deux accusés ont fait appel. 9 mois après sa mort, Sophie Lyonnais repose en paix auprès des siens en France. Mais pour ses parents, rien ne pourra leur faire oublier la perte de leur enfant. Elle a quand même eu beaucoup de courage pour tenir jusque-là. Beaucoup. Les images de ma fille que je garde en tête, c'est les derniers jours avant qu'elle parte en Angleterre. Une jeune fille rieuse, splendide, en train de manger la vie à pleines dents, quoi. J'aime ma fille, elle sera toujours dans notre cœur. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Sophie Lyonnais. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Southfield, un quartier résidentiel du sud-ouest de Londres, se réveille lentement sous un ciel gris de fin d'été. Dans les rues calmes bordées d'érables, les voisins promènent leurs chiens, les enfants partent pour l'école et les volets d'une maison mitoyenne de Wimbledon Park Road s'ouvrent sur un décor en apparence banal. Rien, à première vue, ne distingue cette maison des autres. Et pourtant, derrière ces murs, un drame se prépare, silencieux, insidieux, impensable. Sophie Lyonnais, 21 ans, originaire de Troyes, vit ici depuis plusieurs mois. Elle est venue en Angleterre comme fille au pair, avec l'espoir d'améliorer son anglais, de découvrir le monde et de préparer un futur qu'elle imaginait doux et simple. Une chambre, des repas partagés avec une famille, quelques heures de garde d'enfants, le rêve britannique de tant de jeunes Françaises. Mais dans cette maison, rien ne se déroule comme prévu. Les voisins se souviennent d'une jeune fille discrète, presque effacée, qui marchait la tête baissée, souvent sans sourire. Ils se rappellent aussi de la femme qui l'employait, Sabrina Couider, une Française d'une trentaine d'années, élégante, expressive, parfois colérique. À ses côtés, un homme au regard sombre, Wissem Medoni, plus réservé, plus froid, comme une ombre silencieuse. Ensemble, ils formaient un couple étrange, instable, oscillant entre passion et haine. Et dans ce huis clos, Sophie semblait prisonnière d'un monde qu'elle ne comprenait plus. Lorsqu'elle avait accepté ce poste, Sophie s'attendait à s'occuper des 2 enfants du couple, à préparer des repas simples, à accompagner les plus jeunes à l'école. Mais très vite, elle avait compris que Sabrina n'était pas une employeuse ordinaire. Ancienne maquilleuse, elle rêvait d'un monde de célébrité, de musique, de gloire. Elle disait avoir fréquenté des artistes connus, notamment Mark Walton, un ancien membre du groupe Boyzone. Une obsession étrange liait son nom à celui de cet homme. Sabrina en parlait sans cesse, le maudissait, l'accusait de tous les maux. Dans son esprit, il était partout, manipulant, surveillant, complotant. C'est là que le cauchemar de Sophie avait commencé. La jeune fille, timide et peu assurée, ne savait pas comment réagir aux sautes d'humeur de sa patronne. D'abord, il y avait eu les reproches. « Tu n'as pas bien fait la lessive. Tu ne surveilles pas assez les enfants. Tu mens, je le vois dans tes yeux. » Puis, les menaces voilées, les interrogatoires nocturnes, les pleurs. Sophie se sentait coupable sans savoir pourquoi.
Elle notait ses tâches dans un petit carnet, essayait de plaire, de ne pas faire de vagues, mais plus elle s'effaçait, plus Sabrina s'enrageait. Dans cette maison, les jours se répétaient avec la lourdeur d'un enfermement invisible. Sabrina criait, Medouni observait. Parfois, il calmait la tempête, d'autres fois, il participait à la mise en scène du délire. Le couple enregistrait des vidéos où il forçait Sophie à avouer des choses absurdes, qu'elle collaborait avec Mark Walton, qu'elle espionnait la maison, qu'elle voulait nuire aux enfants. Les images, plus tard retrouvées par la police, témoigneraient d'une terreur froide. La voix tremblante de Sophie, ses yeux fuyants, ses mains jointes comme une prière. Mais à l'extérieur, personne ne savait vraiment. Les voisins entendaient parfois des cris, des bruits de disputes. Certains avaient vu Sophie dans le jardin, maigre, les cheveux en désordre, lavant des vêtements à la main. Une voisine, Madame Jenkins, avait tenté de lui parler un matin, lui demandant si tout allait bien. Sophie avait simplement souri, un sourire vide, et avait murmuré « Oui, merci ». Puis elle s'était éloignée, les yeux rouges, comme si elle allait pleurer. Les semaines passaient, et la jeune fille s'enfonçait dans le silence. Elle ne sortait presque plus, ne contactait plus ses amis en France, et même sa famille avait du mal à la joindre. Sa mère, Catherine, s'inquiétait. Elle envoyait des messages, sans réponse. « Tout va bien ? Tu travailles trop ?» Silence. Parfois, un « Oui, maman, ne t'inquiète pas » écrit à la hâte, mais derrière ces mots, il n'y avait plus la voix douce et rieuse qu'elle connaissait. À la mi-septembre 2017, les jours raccourcissent et la tension dans la maison devient insoutenable. Sabrina accuse Sophie de vol, de mensonge, d'espionnage. Elle l'empêche de manger à table, lui retire son téléphone, la prive de sommeil. Le soir, Medouni ferme la porte de sa chambre à clé. Le couple est persuadé d'agir pour une justice. Ils se croient victimes d'un complot orchestré depuis l'étranger, et Sophie, dans leur délire paranoïaque, devient l'ennemi. Mais il y a quelque chose de plus trouble encore. Entre la peur et la manipulation, Medouni, ingénieur de formation, devient l'exécutant silencieux des ordres de Sabrina. Il cuisine, il obéit, il regarde. Dans ses yeux, on ne lit ni haine ni compassion. Seulement une forme d'obéissance mécanique, presque hypnotique. Sabrina parle, hurle, accuse, lui, il agit. Le duo se transforme peu à peu en une machine infernale, déconnectée du réel. Dans le quartier, personne ne se doute de rien. Les enfants du couple continuent d'aller à l'école. Sabrina affiche un sourire de façade, se maquille, poste encore parfois des messages sur les réseaux sociaux. Elle parle d'une trahison, d'une espionne dans la maison, comme si elle vivait un scénario de film. Personne ne comprend vraiment. Et Sophie, elle, disparaît peu à peu, comme une ombre qu'on efface. Le 20 septembre 2017, une odeur étrange s'échappe du jardin. Une fumée épaisse monte d'un petit barbecue, inhabituellement grand pour un simple dîner de semaine. Un voisin, inquiet, s'approche de la clôture. Il voit des flammes, du plastique fondu, une silhouette qui s'agite. « Tout va bien ?» crie-t-il. Sabrina répond sans hésiter, d'une voix enjouée. « Oui, tout va bien. On fait un barbecue, c'est juste un poulet. » Mais la fumée noire, grasse, lourde, ne trompe personne. Le voisin alerte la police. Quelques minutes plus tard, 2 agents frappent à la porte. Sabrina ouvre, un sourire nerveux aux lèvres. L'odeur est insoutenable. Dans le jardin, un brasier encore fumant révèle l'impensable. Les restes d'un corps. Sophie Lyonnais. L'enquête commence aussitôt, dans le silence glacé d'un Londres qui s'endort. Sabrina et Medouni sont arrêtés. Ils parlent de démons, de sorcellerie, de justice divine. Leurs mots se perdent dans un délire incohérent. Mais les faits, eux, sont d'une précision terrifiante. Ce que la police va découvrir dépasse l'entendement. Des heures d'interrogatoire filmés, des carnets, des traces de violence, des témoignages qui révèlent un engrenage de haine et de folie. Une descente aux enfers lente, méthodique, où une jeune fille de 21 ans a été broyée par la paranoïa d'un couple d'aimants. Dans la petite ville de Troyes, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Les amis de Sophie n'y croient pas. Elle, si gentille, si naïve, morte à Londres, brûlée dans un jardin. Ses parents s'effondrent. Les médias s'emparent de l'affaire, la décrivant comme l'un des crimes domestiques les plus atroces de la décennie. Mais au cœur du drame, une question reste suspendue. Comment, dans un pays moderne, au milieu d'un quartier paisible, une telle horreur a-t-elle pu passer inaperçue? C'est le début d'une affaire qui marquera la mémoire collective, une tragédie où l'amour, la folie et la peur se confondent dans une spirale sans retour.
La scène qui s'offre aux enquêteurs ce soir-là est d'une horreur froide. Le jardin de la maison de Southfields est encore baigné par la lueur rouge des braises. L'air est saturé d'une odeur épaisse, chimique, presque sucrée. Les policiers, équipés de gants, inspectent les restes calcinés dans le barbecue. Le silence, seulement rompu par le crépitement des flammes résiduelles, en dit plus que n'importe quelle parole. Sur une table de jardin, un sac plastique fondu, une brosse à cheveux, des cendres éparpillées. Et au centre de tout, la silhouette compacte d'un corps réduit à l'état de fragments. Sabrina Couider se tient debout à côté, en robe longue, les bras croisés. Son visage ne laisse paraître aucune émotion. Elle répète calmement aux agents « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Son compagnon, Wissem Medouni, est à quelques mètres de là, assis, la tête basse, comme un enfant puni. Les policiers les séparent immédiatement. Les voisins, restés derrière leurs fenêtres, observent la scène sans comprendre. Ce qu'ils avaient pris pour une simple dispute domestique devient soudain le théâtre d'un crime inimaginable. Au commissariat de Wimbledon, l'interrogatoire débute dans la nuit. Sabrina, les yeux écarquillés, parle beaucoup. Trop. Elle évoque Mark Walton, l'ancien chanteur irlandais qu'elle accuse de contrôle mental, de persécution, d'avoir envoyé Sophie pour la détruire. Les enquêteurs échangent des regards. La femme est confuse, exaltée, incohérente. « Vous comprenez, dit-elle, c'était elle ou nous. Elle travaillait pour lui. Elle avait pris des notes. Elle voulait nous faire du mal. » Medouni, lui, reste presque muet. Il se contente de hocher la tête, d'ajouter parfois une phrase. « C'est vrai, elle mentait. Elle était dangereuse. » Pourtant, dans son ton, il n'y a ni conviction ni colère, juste une fatigue accablée. Les premiers éléments de l'enquête scientifique tombent rapidement. Les restes humains retrouvés dans le jardin appartiennent bien à Sophie Lyonnais. La jeune fille aurait été morte avant d'être brûlée. Les analyses indiquent des signes de malnutrition, des ecchymoses anciennes, des fractures partiellement consolidées. Les semaines précédant sa mort, elle avait probablement été affamée et battue. L'onde de choc est immédiate. À Troyes, en France, les parents de Sophie sont informés par l'ambassade. Sa mère, Catherine, tombe à genoux, incapable de parler. Le père, Patrick, serre le téléphone sans comprendre. « Ce n'est pas possible, pas ma fille. Elle devait rentrer à Noël. » La famille décrit une jeune femme douce, réservée, passionnée par la cuisine et la photographie. Jamais violente, jamais conflictuelle. Pourquoi elle? Pourquoi cette folie? Les enquêteurs britanniques fouillent la maison du couple Couider-Medouni pendant des heures. Ce qu'ils découvrent dépasse l'imagination. Des carnets remplis d'accusations délirantes contre Mark Walton. Des lettres adressées à la CIA de Londres. Des enregistrements audio où Sabrina interroge Sophie comme un officier militaire, la forçant à avouer des crimes imaginaires. Dans l'un d'eux, la voix tremblante de Sophie murmure « Je ne travaille pour personne, je vous le jure ». Sabrina répond « Tu mens, tu nous espionnes, avoue ». Puis un bruit de gifle, suivi d'un sanglot étouffé. Les enquêteurs comprennent vite qu'ils ne sont pas face à un crime de passion, mais à une dérive mentale prolongée, un délire partagé. Le psychiatre qui examinera plus tard le couple parlera de folie à deux, une pathologie rare où deux individus s'enferment dans la même croyance délirante, s'alimentant mutuellement jusqu'à la destruction. Mais pour l'instant, la priorité est de reconstituer les faits. Les policiers interrogent les voisins, les enseignants des enfants, les amis de Sabrina. Tous racontent des fragments du puzzle. Une femme charmante mais imprévisible. Des disputes fréquentes, des cris venant du jardin. Une jeune fille épuisée, amaigrie, méconnaissable. Un livreur se souvient d'avoir aperçu Sophie à la porte, un jour de pluie. Elle avait l'air d'un fantôme. Elle m'a tendu un billet pour le colis, mais ses mains tremblaient. Peu à peu, le récit se précise. À partir de juin 2017, la situation dans la maison s'est détériorée. Sabrina accusait Sophie d'avoir volé un bijou, puis d'avoir empoisonné la nourriture. Elle l'empêchait de sortir, lui interdisait de téléphoner à ses parents. La jeune fille dormait sur un matelas sans drap, mangeait rarement. Medouni, de son côté, filmait des vidéos pour avoir des preuves. Il pensait, dit-il, que c'était pour se défendre en cas de procès contre Mark Walton. Quand la police interroge Mark Walton lui-même à Los Angeles, l'homme est stupéfait. « Je n'avais plus aucun contact avec elle depuis des années. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un les espionner. Je n'ai jamais entendu parler de Sophie Lyonnais. » Ses propos sont clairs, calmes, cohérents. Tout indique qu'il est étranger à l'affaire. Mais dans l'esprit de Sabrina, il reste le coupable absolu.
Les experts informatiques trouvent aussi des messages et des recherches effarantes sur les ordinateurs du couple. Sabrina tapait régulièrement. Comment savoir si quelqu'un ment? Contrôle mental, purifier une âme par le feu. Elle avait même cherché, brûler un corps sans être détectée. L'intention devient alors indéniable. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de dissimulation après un crime prémédité. Lorsque le rapport d'autopsie est communiqué, le détail glace le sang. La mort de Sophie a probablement eu lieu la veille du barbecue. Cause du décès. Traumatisme crânien suivi de noyade. Oui, noyade. Dans la baignoire. Les experts estiment que la jeune fille a été maintenue sous l'eau avant d'être laissée sans vie. Ensuite, le couple aurait transporté son corps dans le jardin, l'aurait placé dans la cuve métallique et aurait tenté de le brûler à l'essence. Dans la salle d'interrogatoire, Sabrina continue de se défendre. Ce n'est pas un meurtre, elle était possédée. On voulait la libérer. Ces mots résonnent dans le vide. L'inspectrice en charge, Jane Simmons, l'écoute avec une froideur calculée. « Libérée de quoi ?» demande-t-elle. Sabrina sourit. « De Mark Walton. Il contrôlait son esprit. Le silence qui suit est insoutenable. » L'agent note calmement. Déni total de réalité, justification mystique, absence de remords. Pendant ce temps, Medouni s'effondre. Il pleure, prie, dit qu'il n'en peut plus. Un soir, après 12 heures d'interrogatoire, il avoue à demi-mot « Oui, je savais qu'elle était morte. Oui, on l'a brûlée. Mais je voulais juste obéir à Sabrina. » Pour lui, tout s'explique par l'amour. L'amour malade, déformé, dévastateur. Il dit « Si je ne faisais pas ce qu'elle disait, elle devenait folle. J'avais peur d'elle. » Les enquêteurs n'ont plus de doute. Le scénario s'éclaire. Sabrina Quider, dominatrice, jalouse, paranoïaque, a peu à peu convaincu son compagnon que Sophie était une ennemie infiltrée. Ensemble, ils ont orchestré une punition qui s'est transformée en torture. Puis, lorsque la jeune fille est morte, ils ont décidé d'effacer la preuve, persuadés que tout cela avait un sens. Les médias britanniques s'emparent de l'affaire. Les journaux titrent « L'horreur derrière la porte d'une maison ordinaire. Une au pair française victime d'un couple délirant. » Les réseaux sociaux s'enflamment. En France, une vague d'indignation secoue l'opinion publique. Le visage doux de Sophie, souriant sur ses photos, devient un symbole. Celui de la vulnérabilité des jeunes au pair, souvent isolées, dépendantes, livrées à la merci de familles qu'elles connaissent à peine. Dans la prison de Holloway, Sabrina commence à écrire. Des lettres longues, incohérentes, adressées à des journalistes, à Dieu, à Mark Walton, à ses enfants qui comprendront un jour. Elle s'y présente comme une victime. Elle écrit « J'ai été trahie, je voulais sauver mon foyer ». Medouni, lui, reste silencieux. Il mange peu, dort mal, prie chaque jour. Les gardiens racontent qu'il murmure parfois le prénom de Sophie avant de s'endormir. Le procès, prévu pour 2018, s'annonce d'une intensité rare. Les avocats parlent de folie partagée, mais la cour devra trancher. Délire ou cruauté consciente. L'Angleterre tout entière s'interroge. Comment un couple cultivé, sans antécédents psychiatriques graves, a-t-il pu basculer dans un tel enfer? À Troyes, Catherine, la mère de Sophie, garde une photo de sa fille sur la table du salon. Elle parle à voix basse. « Je veux juste qu'on dise la vérité, qu'on se souvienne qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle voulait juste vivre. » Ces mots se perdent dans un silence qui ressemble à une prière. L'affaire Sophie Lyonnais n'est plus seulement une tragédie familiale. C'est un miroir sombre de la fragilité humaine. L'amour, la peur, la manipulation. 3 forces qui, réunies, peuvent transformer un foyer en tombe. Mais la justice britannique n'en est qu'au début. Bientôt, les preuves défileront au tribunal. Les vidéos seront projetées devant un jury bouleversé. Et les derniers secrets de cette maison tranquille de Southfields éclateront au grand jour. Le 19 mars 2018, la salle d'audience du tribunal d'Old Bailey à Londres est pleine à craquer. Le public s'y presse comme à un spectacle morbide. Journalistes, curieux, familles, psychologues, étudiants en droit. Tous veulent voir de leurs yeux ce couple qui a transformé la vie d'une jeune fille en cauchemar. Sabrina Quider entre la première, vêtue d'un tailleur sombre. Ses longs cheveux bruns tombent sur ses épaules. Ses yeux bleus scrutent la salle avec une étrange sérénité. Elle semble détachée, presque théâtrale. Derrière elle, Wissem Medouni avance lentement, tête baissée, les poignets serrés dans les menottes. Son visage est gris, épuisé. Dans le box des accusés, ils s'assoient côte à côte. Mais tout, dans leur posture, indique que l'unité qui les liait autrefois est brisée. Sabrina parle souvent à ses avocats, agite les mains,
murmure des justifications. Medouni, lui, garde le silence. Il évite son regard. 2 avocats, 2 stratégies, 2 vérités. L'accusation ouvre le procès d'une voix ferme. Ce que nous allons vous présenter n'est pas une erreur, ni un accident. C'est un acte de cruauté délibéré, prolongé, motivé par la paranoïa et l'orgueil. Une jeune fille de 19 ans, venue chercher une expérience, a trouvé la mort sous la torture psychologique et physique d'un couple dérangé. Le procureur, Richard Orwell, détaille les faits, appuyés par des photos, des enregistrements et les rapports médico-légaux. Il décrit la maison comme une prison domestique. Sur les écrans du tribunal, les jurés voient défiler les images de la chambre où dormait Sophie. Murs nus, matelas posés à même le sol, une lampe sans abat-jour, un coin cuisine envahi de vaisselle sale. L'atmosphère est lourde, personne ne parle. Puis vient le moment le plus insoutenable. Orwell diffuse l'un des enregistrements retrouvés sur le téléphone de Medouni. Dans le silence glacial de la salle, la voix de Sophie résonne, tremblante, suppliante, brisée. « Je n'ai rien fait, madame, je vous le jure. » On entend ensuite celle de Sabrina, glaciale, implacable. « Arrête de mentir, tu crois que je ne vois pas? Mark Walton te paye pour me trahir. » Sophie gémit, on devine un bruit sourd, puis un sanglot. L'enregistrement s'interrompt. Plusieurs jurés détournent les yeux. Une femme dans le public pleure. La mère de Sophie, assise au premier rang, ferme les paupières. Elle ne veut pas voir, mais elle doit entendre. Les experts psychiatres viennent ensuite. Ils décrivent une dynamique de domination absolue. Sabrina, charismatique, persuasive, a peu façonné un univers imaginaire où tout le monde complotait contre elle. Medouni, plus faible, plus passif, s'est soumise à ses délires. L'un d'eux parle de folie induite, l'autre de soumission affective totale. Le procureur montre un autre document, un cahier d'écolier couvert de l'écriture nerveuse de Sabrina. À la première page, un titre, « Les mensonges de Sophie ». Suivent des dizaines de pages d'accusations délirantes. Espionnage, empoisonnement, infiltration. « Elle voulait détruire notre couple », lit le procureur. « Elle voulait que mes enfants deviennent fous. » Les jurés découvrent alors la mécanique d'un engrenage terrible. Pendant des mois, Sophie a été humiliée, affamée, forcée à des confessions. Sabrina filmait ses séances comme on filmerait un interrogatoire. Et quand la peur ne suffisait plus, elle utilisait la violence. Les analyses médicales montrent des fractures aux poignets, des contusions aux côtes, des brûlures légères sur les bras. Quand vient le tour de la défense, le ton change. L'avocate de Sabrina plaide la perte de contact avec la réalité. Ma cliente souffrait d'un trouble paranoïaque aigu, aggravé par la peur, le stress et un passé de violence conjugale. Elle n'a pas voulu tuer, elle voulait se protéger. Sabrina écoute, impassible. Parfois, elle acquiesce. Parfois, elle murmure « C'est vrai, j'avais peur ». L'avocate de Medouni, quant à lui, tente de détacher son client de la spirale meurtrière. Il parle d'un homme sous emprise, psychologiquement dominé, incapable de s'opposer. Ce n'était pas un monstre, c'était un homme amoureux, enfermé dans un piège. Mais le procureur se lève aussitôt. Amoureux? Alors pourquoi filmer la souffrance? Pourquoi l'empêcher de s'échapper? Pourquoi, après sa mort, allumer le feu? La voix de Orwell résonne comme une gifle. Dans le box, Medouni se met à pleurer. Sabrina le regarde, les lèvres serrées. Les témoins défilent ensuite. Une voisine, Madame Jenkins, raconte qu'elle avait souvent entendu des cris étouffés. « Je pensais que c'était une dispute de couple. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. » Un livreur décrit une jeune fille, maigre, terrifiée. Un ami du couple parle d'un dîner étrange. Elle répétait sans cesse que Mark Walton était un démon, qu'il voulait voler son âme. Puis vient le témoignage de Mark Walton lui-même, venu spécialement d'Amérique. Grand, calme, vêtu d'un costume gris, il s'avance à la barre avec une gravité retenue. « Je ne souhaite aucune vengeance, dit-il. Je veux simplement que justice soit rendue à cette jeune fille. » Il raconte sa relation passée avec Sabrina, leur rupture, les menaces, les lettres. « Elle m'appelait la nuit pour me dire que j'étais le diable. J'ai dû bloquer son numéro. Son témoignage est glaçant. » Sabrina, dans le box, lève les yeux vers lui et sourit d'un air méprisant. « Vous voyez, dit-elle à son avocate, il ment encore. » Mais personne ne l'écoute. Le procès dure plusieurs semaines. Chaque jour apporte son lot de révélations. Des extraits vidéo, des courriels, des messages, des analyses. Les jurés découvrent un univers de folie lucide. Une femme persuadée d'être traquée, un homme prisonnier de sa propre faiblesse, et au centre, une victime sans défense,
réduite au silence. Lorsque le procureur conclut, sa voix se fait grave. Nous avons vu le pire de l'humanité. Ce n'est pas la folie seule qui tue, c'est la croyance en sa propre vérité, plus forte que la réalité, plus forte que la compassion. Le 24 mai 2018, après des heures de délibération, le verdict tombe. Sabrina Kouider et Wissem Medouni sont reconnus coupables de meurtre. Le président du tribunal, d'une voix solennelle, prononce la sentence « Vous passerez le reste de votre vie en prison. Vous ne serez éligible à une libération qu'après 25 ans. » Un silence glacé s'abat sur la salle. Sabrina reste droite, sans un mot. Puis, lentement, elle tourne la tête vers Medouni. « Tu vois ?» murmure-t-elle. « Ils ne comprendront jamais. » Medouni ferme les yeux. Il pleure en silence. Dans le public, la mère de Sophie serre contre elle une photo de sa fille. Elle pleure, mais ses larmes sont calmes, presque dignes. À la sortie, elle déclare aux journalistes « Je voulais juste que la vérité sorte. Maintenant, Sophie peut reposer en paix. » Mais cette paix, personne ne la ressent vraiment. Dans les jours qui suivent, les journaux publient des dossiers spéciaux, les chaînes de télévision rediffusent les images du procès, les experts analysent les causes du drame. Isolement, manipulation, dérive psychologique. Un sociologue écrit « Cette affaire symbolise la rencontre du pouvoir et de la peur, quand l'un se nourrit de l'autre jusqu'à l'anéantissement. » En prison, Sabrina continue d'écrire. Des pages entières d'une calligraphie serrée, parfois poétique, souvent délirante. Elle affirme vouloir publier un livre sur « la vérité cachée derrière le mensonge ». Les psychiatres qui la suivent parlent d'un délire persistant, sans évolution notable. Medouni, lui, vit reclus. Il refuse toute visite. Un gardien raconte qu'il garde toujours, dans sa cellule, une petite croix en bois, fabriquée à la main. Sur le dos, il a gravé « Pardonne-moi, Sophie ». À Troyes, la tombe de Sophie est fleurie chaque semaine. Des anonymes viennent y déposer des mots, des dessins, des bougies. Certains écrivent « Pour toutes les filles parties trop tôt ». Le village entier semble s'être rassemblé autour de son souvenir. Sa mère dit « Elle voulait juste être utile, parler anglais, découvrir le monde. Elle a trouvé la peur, mais elle a aussi réveillé les consciences. » Car cette affaire a eu un retentissement bien au-delà du drame. En Angleterre, plusieurs associations de jeunes au pair se sont mobilisées. Les lois ont été renforcées, les contrôles accrus. Désormais, les agences doivent vérifier les familles d'accueil avec plus de rigueur. Un petit pas peut-être, mais un pas né du sang d'une innocente. Pourtant, malgré les années, une question demeure, obsédante, sans réponse définitive. Comment l'amour, la jalousie, la peur peuvent-ils détruire à ce point la raison ? Les experts continuent de débattre. Certains affirment que Sabrina était malade, d'autres qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Le dossier psychiatrique reste une énigme. Une femme brillante, séduisante, capable de manipuler son entourage avec un calme surnaturel. Mais au fond, au-delà de la psychologie et du droit, il reste une évidence simple, brutale. Sophie Lyonnette, 19 ans, est morte sans comprendre pourquoi. Dans la petite maison du 16 Wimbledon Park Road, la façade de briques rouges semblait paisible, presque charmante. Mais derrière les rideaux tirés, l'air devenait irrespirable. Sabrina Kouider contrôlait tout, les horaires, les repas, les gestes, les regards. Elle notait les moindres faits et gestes de Sophie dans un petit carnet noir qu'elle gardait toujours près d'elle, persuadée que la jeune fille au pair cachait un complot, une trahison orchestrée par son ex-compagnon, Mark Walton. Sabrina était obsédée. Chaque jour, elle enregistrait des heures de conversation, des interrogatoires menés comme un procès privé, où Sophie, terrifiée, répétait ce qu'on voulait lui faire dire. Sabrina, tantôt glaciale, tantôt hystérique, exigeait des aveux de la part de la jeune fille, qu'elle accusait de mentir, de voler, d'espionner. La tension montait de jour en jour. Wissem Medouni, lui, oscillait entre la peur et la soumission. Dans les premiers temps, il avait essayé de calmer Sabrina, mais peu à peu, il s'était laissé happer par son univers paranoïaque. Il se persuada, à force d'écouter ses cris, qu'elle disait vrai. Quand elle hurlait contre Sophie, il restait immobile, figé, comme si toute résistance était inutile. Le couple se nourrissait de sa propre folie. Il n'avait plus de repères, plus de limites. L'appartement, autrefois rempli de rires d'enfants, s'était transformé en une prison. Les volets restaient fermés même en plein jour. L'eau chaude coupée, la nourriture rationnée. Sophie dormait sur un matelas sans drap, dans une pièce glaciale.
Les voisins commençaient à remarquer quelque chose d'étrange. Une femme d'en face disait avoir entendu des cris étouffés, des sons de dispute, parfois la voix d'une jeune fille qui pleurait. Mais personne n'avait imaginé l'ampleur du drame. À Londres, le bruit des foyers, des querelles domestiques, se perd souvent dans le brouhaha urbain. Sabrina savait cela. Elle avait conscience de l'anonymat protecteur de la ville, et elle en profitait. Par moments, elle se montrait même aimable en public, souriante avec les voisins, bavarde à la boulangerie du coin. Personne n'aurait pu deviner ce qui se tramait à quelques mètres. Sophie, elle, s'éteignait à petit feu. Dans son carnet personnel, retrouvé plus tard, on découvrit quelques mots tremblés, griffonnés à la hâte. « Je veux partir. Ils me font peur. Je rêve de ma mère. Peut-être qu'ils vont me laisser rentrer. » Mais ce départ n'arriverait jamais. Chaque fois qu'elle évoquait la France, Sabrina éclatait. « Tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas dit la vérité. » Et la vérité, dans l'esprit malade de la femme, changeait sans cesse. Parfois, c'était une histoire de trahison, d'argent volé, d'espionnage. D'autres fois, Sabrina l'accusait de manipuler ses enfants, de les retourner contre elle. Wissem, souvent silencieux, filmait les scènes sur le téléphone. Ces vidéos, retrouvées plus tard, témoigneraient de la violence psychologique inouïe subie par Sophie. Un soir de mai, la situation franchit un seuil. Après des heures d'interrogatoire, Sophie s'évanouit. Sabrina appela Wissem pour la réveiller, lui jetant de l'eau au visage. « Elle fait semblant !» cria-t-elle. Mais la jeune fille était à bout de force. Ils la laissèrent allongée au sol, inconsciente, puis continuèrent à boire du vin dans la pièce voisine comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, Sophie se leva avec difficulté, titubante, le regard vide. Son reflet dans le miroir ne la reconnaissait plus. Ses joues étaient creusées, ses bras marqués de bleu. Malgré tout, elle continuait à s'occuper des enfants, leur préparant le petit déjeuner, essayant de garder un semblant de normalité. Les petits l'aimaient, ils la suivaient, lui tenaient de la main. Parfois, ils demandaient « Pourquoi maman te crie dessus ?» Sophie souriait faiblement, incapable de répondre. Sabrina, de son côté, répétait à ses amis que « la fille au père est folle, menteuse, dangereuse ». Elle construisait autour d'elle un récit délirant, persuadée que le monde entier la trahissait. Mais une date approchait, un point de non-retour. Fin septembre 2017. Ce jour-là, les voisins sentirent une odeur étrange dans l'air. Une odeur épaisse, de fumée et de chair brûlée. Ils virent, par la clôture du jardin, des flammes hautes et orangées s'élever derrière la haie. Wissem et Sabrina s'affairaient près du feu, nerveux. L'un d'eux versait un liquide sur les braises. « Un barbecue », expliqua Sabrina plus tard, avec un sourire froid. Mais rien n'avait de festif dans cette scène. L'odeur ne ressemblait pas à celle d'une grillade. Le soir même, un voisin inquiet appela la police. 2 agents se présentèrent à la porte. Sabrina, calme, expliqua qu'il brûlait de la viande abîmée. Les policiers regardèrent de brièvement le jardin, virent les restes calcinés, les cendres encore fumantes, et repartirent. Personne ne savait encore que sous ces cendres reposait le corps de Sophie Lyonnais, la jeune fille venue chercher un avenir à Londres. La nuit tomba sur la maison, silencieuse et glaciale. Dans la cheminée, la flamme mourut lentement, tandis que l'odeur persistait, s'infiltrant dans les murs, dans la terre. Et pourtant, le mal n'était pas encore révélé. Le lendemain, les enquêteurs reviendraient, et cette fois, ils ne repartiraient pas. Le matin du 21 septembre 2017, une épaisse fumée stagnait encore au-dessus du jardin du 16, Wimbledon Park Road. Les premiers rayons du soleil révélaient une scène sinistre. Le sol noirci, les cendres éparpillées, et cette odeur nauséabonde, lourde, qui s'accrochait à tout. Un voisin, incapable de supporter plus longtemps cette odeur âcre et persistante, appela de nouveau la police. « Ce n'est pas normal », dit-il d'une voix tremblante. « Ça sent comme quelque chose qui ne devrait pas brûler. » Cette fois, les agents prirent de l'appel plus au sérieux. À 18h30, 2 voitures de police s'arrêtèrent devant la maison. Sabrina Couider ouvrit la porte, impeccable, les cheveux attachés, un sourire poli. À ses côtés, Wissem Medouni paraissait nerveux, le regard fuyant. L'un des policiers demanda calmement « On nous a signalé un feu suspect dans votre jardin. » Sabrina répondit aussitôt « Ah, ce n'est rien, juste un barbecue qui a mal tourné, un peu de viande et des restes abîmés. » Son ton était assuré, presque jovial. Mais un détail attira l'attention d'un des agents. Un seau d'eau posé près de la terrasse,
remplie d'une boue noirâtre, et l'odeur, cette odeur impossible à ignorer. Les policiers demandèrent à voir l'endroit. Sabrina hésita, puis, voyant qu'ils insistaient, les conduisit jusqu'au fond du jardin. Le sol était encore tiède. Des morceaux calcinés, indéfinissables, jonchaient les braises. Parmi eux, un os. Petit, arrondi, mais trop grand pour appartenir à un animal. L'un des agents blêmit. « Madame, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est » Sabrina se figea. Wissem prit la parole à sa place. « C'est un mouton, je crois. Enfin, peut-être. » Mais sa voix tremblait. L'agent sortit sa radio. En quelques minutes, la maison fut encerclée. Les détectives de la Metropolitan Police arrivèrent rapidement, accompagnés d'une équipe scientifique. Ils écartèrent le couple, déployèrent une bâche et commencèrent à fouiller les cendres. Le silence tomba sur le quartier. Les voisins observaient à travers leurs rideaux, incrédules. Personne n'imaginait ce qu'ils allaient découvrir. Dans le brasier, sous les débris, les enquêteurs mirent au jour plusieurs fragments osseux, puis une mâchoire. L'un d'eux murmura « C'est humain ». Les radios crépitèrent. Le feu venait de dévoiler un secret que Sabrina et Wissem croyaient avoir effacé. Pendant ce temps, à l'intérieur, Sabrina gardait son calme. Elle offrit du thé aux policiers, comme si tout cela n'était qu'un malentendu. « C'est ridicule », répétait-elle. « Ils cherchent à me nuire, encore eux. » Eux, c'étaient toujours les mêmes. Mark Walton, ses ennemis imaginaires, le monde entier ligué contre elle. Elle affirma que la fille au père était partie en France, qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. Mais quand les policiers lui demandèrent la date de départ, le vol, les preuves, tout vacilla. Wissem tentait de soutenir ses mensonges, bafouillant, répétant des incohérences. Le soir même, ils furent arrêtés. Direction le commissariat de Wandsworth. Là, séparée dans 2 salles d'interrogatoire, Sabrina continua à mentir sans fléchir. « Je l'ai renvoyée, elle n'était pas stable », disait-elle d'un ton sec. Les enquêteurs, eux, alignaient les preuves. La disparition soudaine de Sophie, son téléphone éteint, les voisins témoignant de cris, et surtout, l'analyse préliminaire des os retrouvés, confirmant qu'il s'agissait bien d'un corps humain. Sabrina resta de marbre. « Ce n'est pas possible. Vous vous trompez. Ils veulent me piéger. » Pendant ce temps, la nouvelle traversa la Manche. À Troyes, en France, les parents de Sophie reçurent un appel glaçant. « Madame Lyonnais, nous avons trouvé des restes humains dans le jardin de la famille où travaillait votre fille. Nous ne pouvons pas encore confirmer, mais nous craignons qu'il s'agisse d'elle. » La mère de Sophie s'effondra. Le père, mutique, resta des heures sans parler, fixant le vide. Leur fille unique, leur espoir, celle qui rêvait d'une vie meilleure, venait peut-être d'être anéantie dans un feu. L'enquête prit une ampleur considérable. Les experts en criminalistique analysèrent les cendres, reconstituant patiemment ce qu'ils pouvaient. L'état du corps ne laissait presque rien. Mais un petit collier fondu, un fragment d'os identique à une dentition enregistrée chez un dentiste français, confirmèrent l'impensable. Les restes étaient bien ceux de Sophie Lyonnais. Les enquêteurs britanniques, bouleversés, décrivirent une scène d'une cruauté inhumaine. Dans les jours qui suivirent, Sabrina et Wissem furent inculpés de meurtre. Leur maison fut bouclée, les objets saisis. On découvrit des dizaines d'enregistrements audio et vidéo, des heures d'humiliation, de cris, de menaces. Sophie, affaiblie, suppliait qu'on la laisse rentrer. Les mots « pardon » et « désolé » revenaient sans cesse. Sabrina, froide, répondait « Tu mens encore, tu paieras pour ça ». Ces preuves devinrent centrales dans l'affaire. Les enquêteurs n'en revenaient pas. Tout était documenté, comme si le couple avait voulu graver sa folie dans la mémoire des appareils. La presse britannique s'empara du drame. Les gros titres parlaient d'un supplice moderne, d'une jeune fille martyrisée. La photo de Sophie, souriante, illuminée, fit le tour du pays. Dans les rues de Londres, des fleurs furent déposées devant le 16 Wimbledon Park Road. Les passants, bouleversés, murmuraient son nom, cherchant à comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire, ici, dans une maison ordinaire, parmi tant d'autres. Pendant ce temps, en cellule, Sabrina commençait à se fissurer. Sa version changeait chaque jour. C'était un accident. Je voulais seulement qu'elle avoue. C'est lui, Wissem, qui a fait ça. Les enquêteurs la regardaient, impassibles. Ils savaient que derrière son visage calme se cachait une tempête de haine et de désespoir. Wissem, lui, restait dans un silence écrasant, parfois pleurant, parfois murmurant. Je voulais juste qu'elle arrête de crier. Mais il savait que le silence ne le sauverait plus.
Les cendres du mensonge ne pouvaient plus masquer la vérité. La justice britannique allait bientôt révéler, au grand jour, le calvaire de Sophie Lionnet. Et le pays tout entier allait être témoin de l'une des affaires les plus atroces de la décennie. Le procès de Sabrina Quider et d'Wissem Medouni s'ouvrit au tribunal d'Old Bailey, à Londres, au printemps 2018. Dans la salle bondée, la tension était palpable. D'un côté, les journalistes venus en masse couvrir ce qu'ils appelaient déjà le procès de la barbarie domestique. De l'autre, les parents de Sophie Lionnet, anéantis, assis au premier rang, leurs mains jointes, leurs visages fermés. Ils ne cherchaient pas la vengeance, seulement la vérité. Quand Sabrina entra dans le box, vêtue d'un tailleur gris clair, ses cheveux soigneusement tirés, elle baissa brièvement les yeux vers le sol, comme si elle jouait un rôle. Wissem, à ses côtés, paraissait encore plus effacé, le regard vide, presque absent. Le juge leur rappela les charges. Meurtre, séquestration, acte de cruauté. Le mot meurtre résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Sabrina hocha la tête, lentement, sans émotion. L'accusation, représentée par le procureur Richard Whitham QC, exposa dès les premières minutes un tableau glaçant. Sophie Lionnet a été piégée, humiliée, affamée, battue et finalement tuée par ceux-là même qui devaient la protéger. Elle a vécu ces derniers mois dans une terreur constante, sous la domination d'une femme convaincue qu'elle était trahie par une conspiration imaginaire. Puis, l'accusation diffusa un premier extrait sonore retrouvé sur un téléphone. La voix de Sophie, tremblante, faible, répondant à des questions absurdes. On entendait Sabrina lui hurler dessus, la traiter de menteuse, la forcer à répéter des phrases comme un robot. La salle entière retint son souffle. Dans les bancs du public, la mère de Sophie, Catherine, se couvrit le visage. Le père, Patrick, serra les poings, le regard fixé droit devant lui. Ce n'était plus un procès abstrait, c'était la souffrance de leur fille, rendue vivante par ces enregistrements. Le juge demanda que les extraits soient diffusés avec parcimonie, tant leur contenu était insoutenable. Pourtant, ils étaient nécessaires, car ils démontraient que la mort de Sophie n'était pas un accident, mais le résultat d'une longue descente aux enfers. Sabrina, interrogée, tenta de manipuler la cour comme elle manipulait les gens dans sa vie. Elle se présenta comme une victime. « J'étais seule, abandonnée, trompée, trahie par tout le monde. Sophie me mentait, elle jouait un double jeu avec Mark Walton. Je voulais seulement savoir la vérité. » Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient secs. Le procureur, implacable, lui rétorqua « Et pour obtenir cette vérité, vous l'avez privée de nourriture, vous l'avez insultée, enregistrée, frappée, puis brûlée. C'est bien cela, Madame Quider ?» Un silence pesant suivit. Sabrina détourna le regard. Je ne voulais pas qu'elle meure. Wissem, lui, tenta de se distancer de sa complice. Il affirma avoir agi sous influence, qu'il n'était plus lui-même. « Elle contrôlait tout, dit-il d'une voix basse. Je voulais juste qu'elle arrête de crier sur Sophie. Je l'aimais comme une fille. » Mais le procureur fit projeter une vidéo où Wissem, calme, interrogeait la jeune fille, la poussant à avouer, l'obligeant à répéter des phrases humiliantes. Son visage figé à l'écran montrait tout sauf de la pitié. « C'est vous, monsieur Medouni, qui l'avez filmé pendant que votre compagne la détruisait, » rappela le juge. « C'est vous aussi qui avez alimenté le feu dans lequel son corps a brûlé. » Les experts psychiatres décrivirent un couple enfermé dans une bulle paranoïaque, une relation fondée sur la peur et la domination. Sabrina, souffrant de délires obsessionnels liés à la jalousie et au rejet, avait entraîné Wissem dans sa folie. Mais, ajouta le rapport, la maladie n'excuse pas le crime. L'intention de nuire, la conscience de l'acte, tout prouvait la préméditation. Au fil des jours, le portrait de Sophie se dessina peu à peu. Une jeune fille timide, douce, aimante, qui rêvait simplement d'aider sa famille et de découvrir le monde. Ses anciens camarades témoignèrent de sa gentillesse, de son rire discret. Ses parents racontèrent leurs derniers appels, ses voix brisées par la fatigue. « Maman, je suis fatiguée, mais ça va aller. » Des mots simples, devenus aujourd'hui insoutenables. Puis vint la question du mobile. Pourquoi ? Pourquoi cette haine, cette folie ? L'accusation exposa la théorie. Sabrina, obsédée par son ex-compagnon Mark Walton, musicien, riche, ancien membre du groupe Boyzone, croyait que Sophie l'espionnait pour lui. Elle la soupçonnait d'être un instrument de vengeance, un danger caché dans sa propre maison.
Chaque geste de la jeune fille devenait suspect. Un message, un sourire, un appel à sa mère. Cette paranoïa, alimentée par l'isolement et la jalousie, avait lentement conduit à la destruction. L'émotion atteignit son comble quand fut diffusé un dernier enregistrement, daté de quelques jours avant la mort. Sophie, épuisée, murmure « Je veux rentrer chez moi ». Sabrina lui répond d'une voix glaciale « Tu ne rentreras nulle part tant que je n'aurai pas la vérité ». Ces mots, répétés dans la salle d'audience, restèrent suspendus, poignants. Même les juges, pourtant aguerris, baissèrent les yeux. Après plusieurs semaines d'audience, le procureur conclut. Ce que nous avons vu ici n'est pas seulement un meurtre, c'est la négation de toute humanité. Sophie Lyonnais a été réduite au silence, mais ses voix, ses cris enregistrés, parleront pour toujours contre ceux qui l'ont condamnée. Sabrina et Wissem gardèrent le silence. Les jurés, bouleversés, se retirèrent pour délibérer. Dans le couloir, les parents de Sophie se tinrent la main, priant pour que justice soit enfin rendue à leur fille. Mais la sentence, lorsqu'elle tomberait, ne suffirait jamais à combler le vide laissé par cette jeune fille, au père venu chercher une vie meilleure, et qui trouva la mort dans la maison de ses employeurs. Le 24 mai 2018, après plusieurs jours de délibération, les 12 jurés du tribunal d'Old Bailey revinrent dans la salle d'audience. Il était un peu plus de 15 heures. Une tension glaçante s'abattit sur la pièce. Sabrina Quider, assise dans le box, triturait nerveusement un mouchoir entre ses doigts. Wissem Medouni, blême, fixait le sol. Les parents de Sophie, eux, étaient là, droits, épuisés, mais déterminés à affronter le moment que tout le monde redoutait. Le juge Nicolas Hilliard demanda le silence. Les jurés se levèrent. La présidente, une femme aux cheveux gris, lut lentement les verdicts. Coupable de meurtre. Pour Sabrina. Coupable de meurtre. Pour Wissem. Dans la salle, un souffle collectif s'éleva. Certains pleurèrent, d'autres restèrent figés. Le père de Sophie ferma les yeux, un tremblement léger parcourant ses lèvres. La mère, elle, murmura un simple mot. Enfin, Sabrina blêmit, puis secoua la tête. « Non, non, ce n'est pas juste !» cria-t-elle soudain, brisant le silence sacré de la salle. « Je ne suis pas un monstre, on m'a piégé !» Ces cris résonnèrent, déchirants, mais sans effet. Wissem, immobile, murmura seulement « Je suis désolé ». Le juge ordonna leur maintien en détention. Ils furent aussitôt escortés hors du box, menottés, tandis que la salle, en pleurs, se levait lentement. Dans les jours qui suivirent, les journaux britanniques consacrèrent leurs unes à cette affaire. « Justice pour Sophie », titrait The Guardian. Une jeune Française martyrisée à Londres, écrivait Le Parisien. La presse française suivait le procès pas à pas, choquée par la cruauté de ce couple et émue par la dignité de la famille Lyonnette. À Troyes, dans la petite maison familiale, les rideaux étaient tirés, les fleurs s'entassaient sur le pas de la porte. Des inconnus laissaient des cartes, des bougies, des dessins. Un mot revenait sans cesse. Courage. Le juge Hilliard, lors de la lecture de la sentence, prononça des mots qui resteront gravés. Vous avez fait subir à Sophie Lyonnais une souffrance prolongée, injustifiable, motivée par la jalousie et la folie du contrôle. Vous avez détruit une vie pure, celle d'une jeune fille venue ici pour aider, et vous avez ensuite tenté d'effacer son existence dans les flammes. Rien ne saurait excuser ni expliquer de tels actes. Sabrina Quider fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Wissem Medouni reçut la même peine, 30 années avant toute possibilité de libération. Dans le silence du tribunal, les mots du juge eurent la résonance d'une prière. Que la mémoire de Sophie repose en paix, loin de la violence de vos mains. À la sortie du tribunal, les parents de Sophie s'adressèrent brièvement à la presse. Le père, d'une voix brisée, déclara « Aucune peine ne ramènera notre fille, mais aujourd'hui, elle peut enfin reposer. » Sa femme, à ses côtés, ajouta « Nous voulons seulement qu'on se souvienne de son sourire, de sa gentillesse, et qu'aucune autre famille ne vive cela. » Ces phrases, simples et sincères, furent reprises sur toutes les chaînes de télévision. Quelques semaines plus tard, les restes de Sophie furent rapatriés en France. Le cercueil blanc, recouvert d'un drap de fleurs, fut accueilli par un silence solennel à l'aéroport de Roissy. Des gendarmes se tenaient droits, les yeux bas. À Troyes, des centaines de personnes participèrent à la cérémonie funéraire. L'église Saint-Rémy, pleine à craquer, résonnait de sanglots étouffés.
Une chanson douce, choisie par la mère de Sophie, accompagna l'entrée du cercueil. Le prêtre parla d'une lumière éteinte trop tôt, mais dont la chaleur continuera à éclairer les cœurs. Dans le village, le souvenir de Sophie prit racine. Une plaque fut apposée près de son ancienne école. À la mémoire de Sophie Lyonnais, partie trop tôt, victime de la cruauté, symbole du courage et de la douceur. Les enfants déposèrent des dessins. Un ruban bleu fut accroché au portail que personne n'osa jamais enlever. Pendant ce temps, en prison, Sabrina et Wissem commencèrent leur longue peine. D'après les gardiens, Sabrina oscillait entre colère et apathie. Elle écrivait sans cesse des lettres, se plaignait d'être incomprise, répétait qu'elle voulait expliquer sa version, mais personne ne voulait plus l'entendre. Wissem, lui, se murait dans le silence, refusant de voir quiconque. 2 vies, désormais enfermées, détruites par leur propre folie. Les associations françaises et britanniques pour les jeunes filles au pair se mobilisèrent. Des protocoles furent revus, des contrôles renforcés. On parla d'un avant et d'un après Sophie Lyonnais. Dans les médias, son histoire servait de rappel cruel. La vulnérabilité de ces jeunes, souvent isolées, loin de chez elles, livrées à la merci de familles parfois instables. À 1 an après le verdict, la mère de Sophie écrivit une lettre ouverte publiée dans Le Monde. « Je ne veux pas que le nom de ma fille ne soit associé qu'à la souffrance. Sophie aimait la vie, les animaux, la musique. Elle rêvait d'être infirmière. Elle croyait en la bonté des gens. Si je devais garder une seule image d'elle, ce serait celle d'une enfant qui rit en courant dans le jardin. Le reste, je le laisse à la justice. » Cette lettre bouleversa des milliers de lecteurs. Des messages de soutien affluèrent du monde entier. En France, au Royaume-Uni, en Irlande, des veillées furent organisées. Des bougies, allumées à la tombée du jour, formèrent le prénom de Sophie. Et dans ce silence lumineux, chacun pensait à cette jeune fille partie trop tôt, victime d'une folie que personne n'avait su voir. L'histoire de Sophie Lyonnais ne s'arrêta pas au verdict. Elle continua à hanter les consciences, à rappeler que la cruauté peut se cacher derrière les façades les plus banales. Mais elle laissa aussi un héritage de solidarité, d'amour et de vigilance. Dans le petit bureau où la lumière blafarde tombait sur les murs nus, le capitaine Reynolds feuilletait pour la 100e fois le dossier d'instruction. Les photos, les témoignages, les chronologies. Tout semblait désormais clair. Pourtant, il y avait encore une question sans réponse. Comment 2 personnes ordinaires avaient-elles pu basculer aussi profondément dans la cruauté et le délire? Face à lui, l'enquêteuse Helen Blake tapotait nerveusement son stylo. « Tu sais ce qui me hante ?» murmura-t-elle. « C'est ce moment où les voisins disent avoir entendu de la musique, une chanson douce, pendant que la fumée sortait du jardin. » Reynolds ferma les yeux un instant. Oui, cette image, cette contradiction atroce entre la banalité du quotidien et l'horreur absolue, le hantait lui aussi. Pendant ce temps, dans une cellule grise du commissariat, Sabrina Quider fixait le mur. Ses doigts jouaient machinalement avec un élastique, comme pour reproduire les gestes d'un passé lointain où tout semblait encore normal. Dans ses pensées, elle n'était pas en prison. Elle était de retour dans la cuisine de Wimbledon, préparant le thé, surveillant Sophie d'un regard dur. Elle se répétait que tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour le bien. Devant les caméras, la presse s'emparait du drame. Les visages de Sophie, de Sabrina, d'Wissem envahissaient les écrans. On parlait de manipulation, de dérive mentale, d'emprise psychologique. Des experts s'invitaient sur les plateaux télévisés pour expliquer comment un couple, isolé, obsédé, avait pu détruire une vie sous leurs propres yeux. Certains décrivaient Sabrina comme une femme tourmentée, fragile, victime de sa propre jalousie. D'autres, au contraire, la peignaient en prédatrice froide. Au tribunal, l'ambiance se faisait étouffante. Chaque jour apportait de nouveaux détails, chaque témoin une nuance supplémentaire au cauchemar. Les jurés, épuisés, prenaient des notes sans oser lever les yeux vers les accusés. Lorsque la mère de Sophie prit la parole, la salle entière se figea. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient d'une clarté implacable. Elle parla de sa fille comme d'un ange discret, d'une jeune femme qui voulait simplement apprendre, aimer et vivre en paix. Dans un coin du box, Wissem Medouni baissa la tête. Pour la première fois, il sembla vaciller. Lui qui depuis le début avait tout nié ou minimisé, se mit à murmurer des phrases incohérentes, qu'il n'avait pas voulu, qu'il avait eu peur, qu'il avait perdu le contrôle. Ses avocats échangèrent un regard.
inquiet. Sabrina, elle, demeura de marbre. Son regard restait fixé droit devant, comme si rien de ce qui se disait ne la concernait plus. Mais à l'intérieur, une autre bataille faisait rage. Elle se revoyait jeune, libre, pleine d'ambition, rêvant de mode, d'art et de liberté. Comment cette femme-là avait-elle pu se transformer en tortionnaire? Elle ne le savait plus. Peut-être que tout avait commencé avec la peur de perdre le contrôle, la peur d'être abandonnée. Et cette peur, alimentée jour après jour, s'était muée en folie. Le procureur, dans son réquisitoire, ne laissa place à aucun doute. Il parla longuement de l'emprise, du lavage de cerveau, des humiliations, de l'isolement imposé à Sophie. Il décrivit une maison devenue prison, un quotidien devenu supplice. Ce crime, déclara-t-il, n'est pas seulement celui de la violence. Il est celui de la possession. Ils ont voulu posséder une âme, jusqu'à la détruire. Ces mots frappèrent l'assistance. Même les journalistes, habitués à l'horreur, baissèrent de leur stylo. La défense tenta de plaider la folie partielle, la confusion mentale, mais rien n'y faisait. Les faits étaient trop lourds, trop précis, les preuves accablantes. Et surtout, il y avait la dignité de la famille Lyonnais, présente chaque jour, silencieuse, digne, attendant la justice. Le dernier jour du procès arriva. La pluie tombait sur Londres, lente et glaciale. Les bancs étaient pleins, les caméras braquées. Sabrina entra, vêtue de noir, les traits tirés, mais sans larmes. Wissem, derrière elle, semblait presque absent. Le juge lut le verdict d'une voix ferme. Coupable, tous deux. L'assistance resta muette, puis un murmure se répandit, comme une vague. La mère de Sophie ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Elle n'avait pas obtenu la paix, mais au moins la vérité avait été dite. Sabrina, à cet instant, sembla enfin comprendre. Pas les mots du juge, ni la peine prononcée, mais le vide, le silence autour d'elle, ce silence qui, désormais, ne la quitterait plus jamais. Dans le couloir du tribunal, Helen Blake regarda la foule sortir lentement. Elle pensa à Sophie, à toutes les autres jeunes filles parties à l'étranger, pleines d'espoir, confiantes. Elle se promit d'écrire un rapport, d'alerter, de prévenir. Mais elle savait aussi qu'aucun texte ne suffirait à protéger tous les cœurs fragiles du monde. Il faudrait autre chose, de l'attention, de l'amour, de la vigilance. En rentrant chez elle, elle s'arrêta un instant dans la rue, leva les yeux vers le ciel de Londres. Une fine lumière filtrait entre les nuages. Elle pensa alors que peut-être, quelque part, Sophie souriait enfin. Les jours qui suivirent le verdict furent étranges, presque irréels. Londres semblait respirer à nouveau, mais une ombre flottait toujours au-dessus du quartier de Wimbledon. Devant la maison de Southfields, les fleurs déposées continuaient de se faner lentement. Les passants s'arrêtaient encore parfois, en silence, comme pour murmurer un dernier adieu à la jeune fille au père. Les médias, eux, s'étaient déplacés vers d'autres affaires, d'autres drames. Mais pour ceux qui avaient connu Sophie, rien n'était fini. La douleur, cette compagne obstinée, restait là, tapie dans chaque recoin de la mémoire. Sa mère, Catherine, continuait d'écrire chaque matin dans un petit carnet. Des mots simples, des phrases adressées à sa fille. « Aujourd'hui, il a plu. Ton frère a réussi son examen. On pense à toi, toujours. » C'était sa manière de maintenir le lien, fragile mais vivant. Sabrina et Wissem, désormais séparés par des murs épais et des kilomètres de distance, vivaient enfermés dans leur propre silence. En prison, les jours se confondaient. Sabrina refusait les entretiens psychologiques. Elle passait des heures à écrire, à noircir des pages qu'elle déchirait ensuite. Parfois, elle murmurait le prénom de Sophie, sans savoir si c'était un regret ou une provocation. Wissem, lui, s'était replié dans une sorte d'obéissance morne. Il ne parlait presque plus, mangeait à peine, évitait les autres détenus. Ceux-ci le regardaient avec mépris ou peur. Dans les couloirs, on murmurait son histoire, comme une légende d'horreur moderne. Deux êtres consumés par leur propre poison. L'enquête, cependant, n'était pas tout à fait close. Les inspecteurs de Scotland Yard continuaient à rassembler les pièces du puzzle. Ils voulaient comprendre les signaux manqués, les failles dans le système. Pourquoi personne n'avait réagi à temps? Comment une jeune fille pouvait-elle disparaître sous les yeux de tous sans qu'aucune alarme ne se déclenche? Les voisins, rongés par la culpabilité, témoignaient encore, cherchant à se justifier. « On a bien vu que quelque chose n'allait pas », disait une femme, la voix brisée. « Mais on ne voulait pas déranger. »
Ces mots résonnaient comme une confession collective. Le silence, une fois de plus, avait tué. Dans les mois qui suivirent, la France et le Royaume-Uni s'émurent ensemble de ce drame. Des associations d'accueil pour jeunes au pair furent créées. Des campagnes de sensibilisation virent le jour. On expliqua qu'une jeune fille isolée, même dans une maison parfaite, pouvait vivre l'enfer. Des lois furent proposées, des protocoles renforcés. Sophie devenait malgré elle un symbole, celui de toutes les victimes invisibles, de toutes les âmes dociles étouffées par la domination, la peur, l'amour malade. Son nom résonnait dans les écoles, dans les journaux, dans les conférences. Et quelque part, à travers cette mémoire collective, sa voix semblait enfin être entendue. Un an plus tard, une cérémonie discrète fut organisée à l'endroit où ses cendres avaient été dispersées. Le vent d'automne soufflait doucement dans les arbres. La mère de Sophie tenait une rose blanche entre les doigts. Autour d'elle, des visages familiers, des amis, des voisins, quelques enquêteurs et même d'anciens collègues de Sabrina Vénus, discrets, cherchant à comprendre comment l'une des leurs avait pu sombrer ainsi. Le prêtre parla de lumière, de pardon, de mémoire. Puis il laissa place au silence. Ce silence, cette fois, n'était plus celui de l'indifférence, mais celui du recueillement. Une forme de paix fragile, presque douce. Ellen Blake, debout à l'écart, regardait la scène. Elle avait changé depuis l'affaire. Elle ne croyait plus aux monstres, ni aux histoires simples. Elle avait compris que le mal, souvent, portait des visages ordinaires, des sourires polis. En quittant la cérémonie, elle s'arrêta près d'un petit monument érigé en mémoire de Sophie. Sur la plaque, on pouvait lire « Elle voulait seulement aimer et apprendre ». Hélène posa la main dessus, ferma les yeux. Dans sa tête, elle revit la photo de Sophie, son regard timide mais sincère. Une larme glissa, silencieuse. Puis elle reprit la route, le cœur lourd, mais déterminé à ne pas oublier. Dans le quartier de Wimbledon, la maison de Southfields resta longtemps vide. Les nouveaux propriétaires la rénovèrent entièrement, changeant chaque mur, chaque trace. Mais les anciens voisins disaient encore, certains soirs, sentir une présence douce, une impression de calme, comme si la maison respirait à nouveau. Peut-être n'était-ce qu'une illusion. Ou peut-être que quelque part, dans cet air chargé de souvenirs, l'âme de Sophie veillait encore. Pas pour se venger, non. Simplement pour que plus jamais une autre fille au père ne vive ce cauchemar. Ainsi s'achevait l'affaire Sophie Lyonnais. Un drame qui dépassait la justice, qui questionnait la société tout entière. Une histoire de silence et de peur, mais aussi, à sa manière, une histoire d'amour. Celui d'une mère pour sa fille, d'un monde qui trop tard apprit à écouter. Et si le mal avait triomphé un instant, la mémoire, elle, refusait de mourir.